Bonjour et bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour cette émission Territoire Éco, 16e édition, émission de rentrée, une émission dédiée à l'économie azuréenne que nous présentons en partenariat avec l'UPE 06 comme chaque fois et nos confrères de la tribune Côte d'Azur. Pour ce numéro de rentrée, j'ai le plaisir d'accueillir comme d'habitude Karine Benger, chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Christian. Et Isabelle Ozias, rédactrice en chef de la tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Bonjour Christian. Et comme d'habitude aussi, nous commençons par la grande interview. Né en 1833 avec les premiers distillateurs de plantes à parfum de Grasse, l'entreprise Tournaire a su évoluer pour répondre aux besoins et attentes de son marché. De chaudronnier à ses débuts, elle a ensuite fabriqué des alambics en cuivre et en aluminium. L'entreprise grassoise fêtera son bicentenaire en 2033. Elle est aujourd'hui leader de l'emballage barrière industriel en aluminium. Vincent Monzios, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le dirigeant de cette belle entreprise depuis bientôt 2 ans. Bienvenue sur notre plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant de passer à l'actualité de votre groupe, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu brièvement l'histoire de Tournaire et ce que sont exactement ce qu'on appelle les emballages barrières industriels? Donc Tournaire a été créé par la famille Tournaire en 1833. C'était une famille de chaudronniers. Donc ils ont commencé par fournir la parfumerie en équipement de distillation et un emballage qu'on appelait des estagnons, qui étaient des emballages pérennes pour emballer les essences de parfum, notamment l'huile essentielle de rose. Ces estagnons étaient en cuivre, en étain à l'époque, et à partir des années 1920, le groupe a commencé à transformer l'aluminium, spécifiquement pour l'emballage, et nous sommes depuis totalement spécialisés dans des emballages aluminium qui permettent de protéger des matières premières sensibles. Les huiles essentielles de la parfumerie sont extrêmement sensibles. Et donc nous nous sommes d'abord spécialisés sur ces matières premières et ces 50 dernières années, nous sommes diversifiés dans d'autres secteurs d'activité, la parfumerie, certains ingrédients alimentaires, des marchés de chimie de spécialité. Et nous couvrons aujourd'hui tous les territoires du monde et beaucoup de marchés industriels qui nécessitent des emballages techniques pour protéger des matières sensibles. Alors on va parler de tout ça et de cette belle diversification avec Karine et Isabelle, à vous mesdames. Alors vous avez annoncé avant l'été un premier plan d'actionnariat salarié. Comment a-t-il été perçu par les collaborateurs et à quoi servira-t-il? Alors, je suis très heureux de ce plan d'actionnariat parce que les salariés l'ont plébiscité. Nous avons 76% des salariés qui ont décidé de souscrire, donc d'investir en actions de la société, dont 100% de cadres. 100% des cadres ont choisi également d'investir. C'était déjà une demande quand j'ai rejoint la société. La famille n'avait pas souhaité à l'époque répondre à cette demande. Et nos nouveaux partenaires financiers ont souhaité permettre cette ouverture du capital. Et à travers un FCPE, nous avons permis aux salariés d'investir leur intéressement ou leur participation sous un régime défiscalisé très intéressant dans une structure très encadrée qui est le FCPE, encadré par l'AMF. Combien de salariés vous avez chez Tournaire? Nous avons près de 300 personnes. Et à quoi servira donc le plan? Donc voilà, le plan sert essentiellement à permettre aux salariés de devenir actionnaires et d'être alignés avec les intérêts des actionnaires. Le cash sera mobilisé pour 2 types d'investissements qui sont les investissements prioritaires, des investissements en croissance externe et des investissements sur notre outil industriel. Il faut le rappeler, en 2022, Tournaire avait changé sa structure capitalistique en faisant rentrer un actionnaire majoritaire, Motion Equity Partners. Est-ce que c'est compliqué quand on est une holding familiale bien installée de faire ce changement de cap, ce changement d'actionnariat? Absolument. Alors je n'étais pas encore là à l'époque. C'était une entreprise donc de presque 190 ans à l'époque. Ça a été un choc pour les collaborateurs que cette entreprise familiale devienne avec un investisseur financier majoritaire. Le choc passé, je crois que les salariés s'aperçoivent que ce nouveau partenaire permet d'aligner le processus de décision et de donner des moyens supplémentaires à la croissance de l'entreprise. Et en plus, le nouvel actionnaire leur a permis de eux-mêmes devenir actionnaires et de participer à l'aventure entrepreneuriale voilà, dans une dynamique collective très, très motivante pour l'ensemble des collaborateurs. Alors justement, quelles sont les perspectives de développement que vous avez en France? Vous avez vendu il y a 2 ans la filiale équipement pour vous recentrer sur l'emballage uniquement. Donc comment ça se passe? Voilà, donc nous avons choisi de nous recentrer sur l'emballage en aluminium. C'est un emballage qui est très vertueux sur le plan de son impact environnemental. L'aluminium est très facile à recycler.
Il y a une statistique que j'aime beaucoup. Tout l'aluminium produit depuis la découverte de l'aluminium et sa production au 19e siècle, 75% est encore utilisé aujourd'hui. Donc les processus de recyclage sont vraiment en place depuis très longtemps. Et donc c'est un emballage très vertueux. Et donc nous souhaitons nous focaliser sur cet emballage pour proposer à la fois des solutions techniques à nos clients et des solutions qui répondent à leurs besoins de minimiser leur impact environnemental, voire de le réduire à zéro. Et justement, quelles sont vos perspectives de développement en France? Je rappelle que vous avez vendu il y a 2 ans la filiale équipement pour recentrer sur l'aluminium. Donc aujourd'hui, en nous recentrant sur l'aluminium, nous n'avons plus qu'un seul site industriel, celui de Grasse, qui produit l'ensemble des besoins du groupe et l'ensemble de nos réseaux de distribution, soit internes, soit externes, à travers le monde. Nos perspectives de croissance en France, nous traitons la France en tant que marché débouché, comme tous nos marchés à l'export, sauf à une exception près pour le marché de la parfumerie grassoise, qui est un peu notre racine historique et qu'on bichonne particulièrement, voilà, notre cœur de cible. On est en circuit court avec eux, c'est extrêmement vertueux. Et donc voilà, on a une attention particulière sur la parfumerie grassoise, mais pour le reste, en France ou à l'étranger, nous traitons les besoins de nos clients de la même manière. Justement, à Grasse, quelques extensions, développements prévus. On sait que le marché se porte bien. Alors nous investissons beaucoup sur le site grassois, nous investissons plus de 10% de notre chiffre d'affaires en CAPEX, donc en nouveaux équipements, à la fois pour augmenter nos capacités et également pour fiabiliser notre outil qui pour certaines parties est assez ancien. Et en le fiabilisant, on gagne de la capacité additionnelle parce qu'on le rend plus efficace avec de meilleurs rendements opérationnels. Donc on se prépare, voilà, des perspectives de croissance importantes qui sont celles du groupe aujourd'hui. On essaie aujourd'hui d'investir pour mobiliser toute la capacité qui permettra de livrer cette croissance sur les 5 à 10 années prochaines. 2 petites questions. Quel est votre chiffre d'affaires et quelle est la taille des entrepôts dont vous disposez à Grasse? Voilà, aujourd'hui nous approchons de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le nouveau périmètre post les sessions récentes. Nous avons beaucoup d'espace disponible à Grasse, mais l'emballage, ça prend de la place, surtout nos gros emballages. Donc beaucoup de cet emballage est dévolu au stockage. Et nous avons un process assez complexe entre la fabrication de l'aluminium, nous avons une capacité de vernir l'aluminium pour certaines applications très techniques. Nous avons des ateliers qui nous permettent de fabriquer des accessoires. Nous avons énormément d'espace de stockage de matières premières. Et notre surface, si ma mémoire est bonne, notre surface complète approche les 60 000 m². Et on aimerait parfois en avoir plus. L'international est un levier de croissance pour vous, des projets en vue? Alors c'est un levier de croissance important, mais depuis de nombreuses années, nous réalisons plus de 70% de notre chiffre d'affaires à l'export, ce qui est très important pour une entreprise de notre taille. Et nous sommes très présents sur toute l'Europe, nous avons une belle activité aux États-Unis que nous souhaitons renforcer et continuer à développer, et nous sommes également présents sur la plupart des marchés asiatiques et au Moyen-Orient. Et nous allons renforcer notre présence soit par croissance externe, soit à travers des partenariats de distribution qui nous permettraient de booster notre croissance localement. Ça fait partie de votre stratégie, c'est une croissance plus organique? Les deux en fait. On a la possibilité, je pense, d'accélérer à la fois la croissance organique et la croissance externe. Nous avons beaucoup exploité la réputation du groupe sur le plan de la technicité, de la performance de nos produits, mais nous n'avons pas forcément jusqu'à présent cherché à attaquer systématiquement tous nos marchés d'application. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons récemment doublé la taille de l'équipe commerciale pour pouvoir attaquer tous nos marchés de manière systématique. Et voilà, c'est un réservoir de croissance assez considérable. Et le deuxième vecteur, c'est la croissance externe. Notre partenaire nous donne des moyens très importants, plus les cessions que nous avons fait récemment nous permettent de réinvestir ce cash sur de la croissance externe. Et la vision que j'ai du groupe, c'est d'élargir notre offre en fait. Nous avons un positionnement assez unique en étant un spécialiste de l'emballage technique pour des applications industrielles de niche. Et on va essayer d'aller chercher des technologies complémentaires qui ont un petit peu la même vocation et le même positionnement pour offrir des solutions plus larges à nos clients et nos applications potentielles. Vous avez des projets en vue? Voilà, nous avons plusieurs projets en vue. J'espère avoir une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, mais ça n'est pas le cas. Elle est légèrement décalée, donc j'espère qu'à l'occasion d'une prochaine rencontre, voilà, éventuellement. Mais voilà, nous avons plusieurs projets dans les tuyaux sur les 3 grandes régions du monde, Amérique du Nord, Europe et Asie. Et j'espère que prochainement, certaines d'entre elles se concluront favorablement.
On va rester dans le présent, dans l'immédiat. On sait que votre stratégie s'appuie beaucoup donc sur de l'innovation, de la R&D, qui va contribuer à cette croissance et cet élargissement de vos marchés. Absolument, et je vous ai expliqué qu'on s'était recentré sur l'aluminium parce que c'était très vertueux sur le plan de l'environnement. Une grosse partie de notre roadmap innovation est concentrée sur l'objectif de réaliser des emballages qui aient le minimum d'impact pour nos clients et pour nos marchés d'application finaux. On vient de lancer cette année une nouvelle gamme de produits qui est vraiment pionnière sur notre marché, qui est 100% recyclable, qui permet de séparer tous les composants plastiques, notamment les bacs de sertissage, de la partie aluminium pour permettre à nos clients de très facilement recycler l'aluminium de côté, les composants plastiques de l'autre. Nos marchés sont amenés à être sous pression réglementaire dans les années qui viennent pour aller vers du 100% recyclable et du 100% recyclé. Nous avons anticipé ces changements réglementaires-là en proposant la première solution 100% recyclable sur notre marché. Et bien sûr, nous avons d'autres projets que je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui, mais qui vont continuer à proposer des solutions de plus en plus vertueuses pour nos clients. C'est vraiment un avantage concurrentiel dès aujourd'hui ? C'est un avantage concurrentiel aujourd'hui. Le lancement a eu un gros succès. On n'avait pas anticipé un aussi gros succès. Donc on a privilégié quelques clients historiques dans un premier temps parce qu'on n'était pas capable de suivre le succès important dès le démarrage. Et donc on a changé un petit peu nos priorités industrielles pour pouvoir augmenter nos capacités très vite sur cette nouvelle gamme de produits. Et la R&D est faite en interne chez vous ? La R&D est faite en interne et on a quelques partenariats externes, dont un très beau partenariat en local, je le mentionne parce que c'est juste à côté dans les Alpes-Maritimes, avec le CEMEF, qui a des capacités de nous accompagner, notamment en connaissance des matériaux et qui est capable de nous aider à mieux comprendre les propriétés d'aluminium plus en profondeur que ce qu'on ne les comprenait jusqu'à présent. Alors on va changer un petit peu d'angle. On a parlé des bonnes nouvelles et de la croissance que vous assumez. Avez-vous connu des tensions, des problèmes de recrutement? On sait que c'est une problématique qui a marqué un petit peu ces dernières années. Comment ça se passe pour un site industriel comme Tourner? Alors sur certaines fonctions commerciales, finance, achat, on a trouvé assez facilement. C'est plus difficile effectivement pour des métiers plus industriels, des métiers d'ingénieur, parce qu'on a très peu d'autres activités industrielles similaires dans la région. On a parfois de la chance, parce qu'on rencontre des personnes plutôt jeunes générations qui ont grandi dans les Alpes-Maritimes, qui ont été faire leurs études ailleurs, qui ont pris une première expérience professionnelle ailleurs et qui ont très envie de revenir dans la région. On comprend assez facilement pourquoi. Et donc, on a la chance d'en recruter certains qui veulent absolument revenir chez nous. Et sur ces métiers spécifiques, vous arrivez à assurer vous-même une formation si vous ne trouvez personne adapté a priori à vos métiers? Alors, on a des formations pour des niveaux plus proches de l'atelier, des fonctions d'opérateurs, des fonctions de techniciens. Pour des métiers plus pointus et notamment des fonctions d'ingénieurs, nous n'avons pas de formation en interne. Donc on est obligé de s'appuyer sur des formations externes. Voilà, c'est plus l'attrait de la région qui nous permet d'avoir quelques candidats. Mais on a toujours un volant. Donc voilà, si des candidats potentiels nous écoutent, je suis preneur de CV parce qu'on a toujours un volant de recrutement qui est ouvert et qu'on n'arrive pas à combler, surtout sur des fonctions techniques. Message est passé. Karine, dernière question. Ouais, en janvier 2023, vous avez succédé à Luc Tourner qui faisait valoir ses droits à la retraite. Vous êtes le premier dirigeant de l'entreprise à ne pas avoir le nom de Tourner. Comment s'est passée votre arrivée ? Alors écoutez, j'ai eu beaucoup de chance. Luc Tourner a fait preuve d'une grande clairvoyance. Il a compris tout de suite que c'était mieux de ne pas avoir de cohabitation. Parce que vous savez, dans la plupart de ces situations-là, on a une cohabitation entre l'ancien dirigeant et le nouveau, ce qui crée un peu de frottement en interne et beaucoup d'incompréhension des collaborateurs. Et donc nous n'avons absolument eu aucune cohabitation et il s'est rendu disponible, et il est encore au conseil de surveillance et très disponible à mon égard. Et donc ça a été une transition extrêmement facile, puisque je l'avais à disposition et je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais, et en même temps je pouvais impulser un nouveau style. Voilà, j'avais carte blanche, je pouvais impulser un nouveau style, nous ne sommes pas de la même génération, et en même temps
apporter une continuité de valeur. Je pense que dans la phase d'approche, on avait reconnu tous les deux qu'il y avait une grande proximité de valeur entre les valeurs historiques de la famille et celles que je porte personnellement. Et donc voilà, la transition s'est faite extrêmement bien entre nous. Ça a été un peu un choc pour les collaborateurs de le voir disparaître du jour au lendemain à mon arrivée, mais ma prise en main s'est très très bien déroulée, et donc la confiance s'est installée très vite. Bien, merci beaucoup Vincent Monziol de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir cette belle entreprise qui est Tournaire. Merci à vous deux mesdames pour cette belle interview. Vincent, vous restez avec nous si vous le souhaitez, parce que nous allons assister maintenant au journal de l'Écho. Vous aurez tout le loisir de rebondir sur l'actualité économique du mois si vous le souhaitez. Alors, Karine, Isabelle, vous allez maintenant passer au crible l'actualité économique de cet été, non pas d'un mois mais de 2 mois, puisque nous nous sommes quittés pendant 2 mois. Une actualité estivale économique finalement plutôt riche, et rentrée oblige. On commence par celle des entrepreneurs et de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, qui s'est déroulée à Paris en cette fin de mois d'août et à laquelle vous avez assisté toutes les deux, chanceuse, point d'exclamation. Tout à fait. Alors, les entrepreneurs ont fait leur rentrée économique il y a quelques jours lors de la 6e édition de la REF organisée par le MEDEF. Cette rentrée qui s'est faite en plein flou politique n'a pas empêché nos entrepreneurs de suivre leur fil rouge autour de la thématique du pouvoir. La délégation Sud, qui représente tous les MEDEF territoriaux de la région, s'est déplacée en force à l'hippodrome de Longchamp avec 150 adhérents présents, dont une petite quarantaine d'azuréens. Alors restons avec les salons et le MEDEF, puisqu'Isabelle, nous allons parler maintenant du forum Alcyon Sud. Et on remonte un petit peu dans le temps, et en prélude à cette REF, les Alpes-Maritimes avaient elles aussi accueilli un rendez-vous patronal d'envergure. C'était le 2 juillet dernier à Mandelieu. Il s'appelle le Forum Alcyon Sud et c'est le nouvel événement patronal dévolu à accélérer la green attitude dans nos entreprises à travers des tables rondes, des retours d'expérience de chefs d'entreprise et des stands qui proposaient des solutions et pistes d'amélioration dans le domaine de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors l'écosystème économique azuréen a engrangé pas mal de bonnes nouvelles ces derniers temps, et pour filer la métaphore sportive et olympique dont nous parlons beaucoup en cet été 2024, nous avons une pluie de médailles à distribuer en cette rentrée, n'est-ce pas mesdames? Et on commence avec Nolt qui a levé un demi-million. C'est une première levée de fonds réussie pour l'équipementier niçois qui a tout misé sur des textiles recyclables à l'infini. C'est un peu comme vous Vincent, mais eux ils ont préféré les maillots sportifs plutôt que l'aluminium. Donc on mit au pot un panel capé de business angels à tendance sportive comme Clément Calvez, le président du FC Sochaux. Objectif de ce tour de table pour Nolt, lancer un configurateur 3D qui permettrait aux clubs de sport de concevoir eux-mêmes leurs maillots. On reste dans le sport, Isabelle? On reste dans le sport, et record battu pour les Jeux de Sofia. C'était la 30e édition cette année pour ce grand challenge collectif ouvert à tous les salariés et à tous les étudiants de la Technopole. Les compteurs ont littéralement explosé en cette année olympique. Plus de 12 000 participants contre 9 000 en 2023. 408 sociétés inscrites sur 55 disciplines proposées par le Sofia Club Entreprise, toujours aux manettes de l'événement. Et un beau podium pour la 2e édition des estivales de la CCI Nice-Côte d'Azur. La cérémonie s'est déroulée à Cannes, et tapis rouge pour le laboratoire vétérinaire de Carrosse, Virbac, qui est sacrée marque ambassadrice du territoire. La mouginoise Néo ENR reçoit le prix de la transmission réussie. Le chocolatier Lac, que vous appréciez tout particulièrement, Christian, lui est champion. Bah, comme ça, là, ici. Champion de la croissance. Tandis que la grassoise Expression Parfumée rafle la médaille d'or de la mobilité RSE. Enfin, Université Côte d'Azur et le prix du café de la Com. La cérémonie a rassemblé plus de 300 acteurs économiques maralpins sur la bien nommée plage du festival à Cannes. Et on reste encore dans le sport. OmniShape allonge la foulée en cette année olympique. On l'a déjà dit, la niçoise propose une application qui récompense la pratique sportive quotidienne par des réductions chez des commerces partenaires ou des clubs sportifs où on peut aller se dépenser. Alors elle attaque maintenant sur le front des entreprises, c'est-à-dire qu'elle va développer une version B2B qui va permettre de faire du sport entre collègues. Et je vous attends pour dépenser des calories. Vous n'avez pas beaucoup de réduc. Non, no sport, comme disait Churchill. C'est le retour de bâton. Mais avec vous, je veux bien en faire. Karine,
On parle de Travel Planet maintenant. Accélération aussi pour Travel Planet qui prolonge son business trip aux besoins des nouveaux marchés. Betty Seroussi, la fondatrice de la PME qui officie dans la gestion et l'organisation des voyages d'affaires pour le compte des entreprises, avait le Maroc dans ses priorités. Si la cible est atteinte avec la création d'une filiale cet été qui vient s'ajouter à la team de Wakefield en Angleterre et bien sûr à la maison mère à Sophia Antipolis. Prochain défi, on parle du Canada et à plus long terme de l'Asie pour que Travel World Planet s'attaque au titre mondial. Alors tout à fait autre chose, Isabelle, vous allez nous dire quel est le rapport entre Malongo et une R5, j'avoue que je ne le vois pas vraiment. Et pourtant, il y en a un, le torréfacteur Carossois s'est associé début juillet au constructeur automobile à l'occasion du lancement de la version électrique de la célèbre Renault 5 qu'on a tous connue dans notre jeunesse. Malongo a illico expresso conçu une machine à café aux couleurs du petit bolide iconique qui fait son grand retour. Et belle prise pour la Technopole Sophiepolitan car Research Triangle Park, l'un des plus gros centres de recherche américains, a signé fin juin un accord de coopération avec la fondation Sophia Antipolis. Ça s'est passé au Business Pole sur la Technopole. Donc, basé en Caroline du Nord, le Research Triangle Park rassemble plus de 250 entreprises à forte tendance innovante. Au menu de cet accord de coopération, des échanges de connaissances et de compétences, mais aussi des opportunités d'investissement croisées. Et puis on retourne chez vous, à Grasse, mais cette fois-ci avec le groupe MAN, Isabelle. Le groupe MAN n'est pas très loin de votre filière. En tout cas, sur l'équipement, le géant des arômes et parfums a ouvert en début d'été un nouveau centre de design en plein cœur du quartier créatif de Milan. Alors c'est une première. Sur place, un parfumeur sera dédié à l'élaboration de parfums avec les clients qui s'y présenteront. Pour rappel, le groupe MAN, fondé au Bar-sur-Loup, c'est le premier chiffre d'affaires du département. Il est toisé à un peu plus de 1,7 milliard pour cette année 2023. Pour 8000 collaborateurs dans le monde. Et puis, pas d'été sans mouvement à la tête de nos entreprises azuréennes. Et Karine ? Marcel Ragny lâche le volant, mais pas l'industrie. Le patriarche a cédé les rênes du groupe familial à ses fils Jean-Christophe et Stéphane pour se consacrer à 100% au syndicalisme patronal industriel. Déjà big boss de l'UIMM Côte d'Azur et de l'UIMM Sud-Corse, l'UIMM c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie, Marcel Ragny a répondu favorablement à la demande d'Éric Trappier, président national, qu'il a intégré à sa garde rapprochée à Paris. Ragny toujours. Et la société Ragny, elle continue son développement avec l'arrivée de la nouvelle génération. Après la croissance externe, notamment via le rachat récent de l'allemande S, c'est en interne que ça se passe avec l'extension de son site varois près de Fayence, un site de production, et extension aussi, même construction du côté de Novea qui s'installe près d'Angers, c'est la filière solaire, pardon, qui s'installe près d'Angers sur 3000 m². Au total, les investissements s'élèvent à environ 15 millions d'euros pour les deux sites. Et puis on a parlé de Virbac tout à l'heure, mais là il s'agit d'un changement à la tête de l'entreprise. Tout à fait, on reste donc dans les poids lourds du département avec Virbac et le départ de son directeur général Sébastien Huron sur décision personnelle. Pour l'heure, c'est Habib Rahmani, son bras droit, qui reprend les rênes du 6e laboratoire vétérinaire mondial basé à Carrosse. Que se passe-t-il chez Ubaldi ? Un petit coup de mou en début d'été. L'entreprise niçoise spécialisée dans la vente physique et digitale d'électroménager a été placée en procédure de sauvegarde fin juin. Pas d'inquiétude néanmoins pour les 20 magasins physiques qui ont ouvert en France depuis 1986. Sans doute un petit rappel à l'ordre côté stratégie. Chez Calisteo, en revanche, Karine, ça roule. Ça roule, tout à fait. La niçoise spécialisée dans l'optimisation des consommations énergétiques pour les entreprises a dépassé les 3000 projets dans plus de 40 pays. Calisteo a été relabellisé Green Tech Innovation, un label national qui soutient des solutions innovantes remarquables. Et JO oblige, on finit avec une championne, la championne du tourisme industriel. Et oui, c'est encore un été réussi pour la verrerie de Biot qui conserve son titre d'entreprise la plus visitée sur la région sud. Elle est médaille d'argent au niveau national après l'ensemble des sites d'EDF. L'entreprise dirigée par Anne et Serge Lechakzensky table sur 400 000 visiteurs accueillis cette année dans ses ateliers. Avec justement une petite nouveauté dans ces ateliers, puisque la visite augmentée permet de garder un œil sur le verrier, mais aussi sur son avatar. Alors, outre une mine d'infos, le procédé permet à l'avatar de conserver la voix de l'intervenant originel, et ce, quelle que soit la langue proposée parmi la dizaine disponible. Une première mondiale développée par Immersio, qui est une start-up aixoise.
Et puis on ne peut pas ne pas parler du Tour de France qui est venu sur nos terres au mois de juillet. Oui, Nice a accueilli, on l'a bien vu, le Tour de France qui est le 3e plus grand événement sportif au monde après la Coupe du Monde et les JO. Donc, pour chaque euro investi par la ville, 8 euros sont attendus en retour grâce à la consommation des 266 000 visiteurs, mais aussi aux investissements en infrastructure, à la couverture médiatique internationale. Les retombées financières pourraient atteindre, on n'est pas encore bien sûr, mais entre 50 et 60 millions d'euros. Et on finit ce journal de l'Écho sur un chiffre qui va particulièrement vous intéresser, Vincent Monziol, plus 2,8%. C'est la progression du chiffre d'affaires dans l'industrie des arômes et des parfums au premier semestre 2024, après de bons résultats 2023, donc il ne s'agit pas d'un rattrapage. Les effectifs ont augmenté de 3,4% en Pays de Grâce, ça aussi c'est encourageant. Et à noter la belle croissance côté export, plus 15,3% par rapport à 2023 pour l'ensemble de la filière. Merci infiniment à toutes les deux. Vincent Monziol, avez-vous appris des choses dans ce journal de l'économie? Écoutez, moi je suis nouveau dans la région, je suis vraiment émerveillé du dynamisme économique de la région. Et puis je suis très heureux d'entendre de bonnes nouvelles, notamment de nos clients. Vous avez cité l'industrie des parfums, et en particulier Man, Expression Parfumée, mais également Virbac, qui n'est pas dans les parfums, mais qui est aussi un client important pour nous. Donc très heureux d'apprendre ces bonnes nouvelles de nos clients. Eh bien, si vous êtes attentif à notre émission tous les mois, vous allez en apprendre plein d'autres tout au long de l'année. Merci beaucoup de votre présence en tout cas. Et nous passons à la rubrique suivante, la minute d'Agnès. Et c'est le retour d'Agnès Farrugia, notre journaliste du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Agnès. Bonjour Christian. C'est aussi le retour de la minute d'Agnès. Alors, pour cette minute, chère Agnès, vous faites appel à Lola et à sa tata. Qu'est-ce que Lola va demander à sa tata aujourd'hui pour qu'elle lui explique enfin la terminologie, la sémantique économique? Alors aujourd'hui, Lola est très inquiète parce que son banquier lui demande le business model de sa start-up innovante. Évidemment, elle ne sait pas trop ce que c'est, mais Tata est là pour la rassurer et pour lui expliquer. Presque. Alors on va regarder ça, je vous préviens, c'est pas gagné. Hein. On y va. Tata, ton banquier, il m'a demandé mon business model, tu sais, pour ma start-up innovante. Oui. C'est tout à fait normal, ma chérie. Eh bien, je lui ai répondu que c'était toi, mon modèle, pour faire du business. Ah oui. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai ma petite idée, Il m'a dit, on ne va pas pouvoir financer votre projet. T'as un problème avec ton banquier, Tata? Non, mais ce qui est sûr, Lola, c'est que tu ne sais pas ce que c'est qu'un business model. Ah ben, a priori, c'est pas toi, hein? Oui, en effet, un business model, si tu veux, c'est comme les règles d'un jeu. C'est toi qui vas les dicter, c'est toi qui vas dire comment tu vas gagner de l'argent. Est-ce que tu vas vendre à des particuliers, à une entreprise? Est-ce que tu vas vendre à l'unité? Comment est-ce que tu vas vendre ton produit ou ton service? Qu'est-ce qui va te rapporter? C'est ça qu'il veut savoir, ton banquier. Non mais le type, il faut tout lui mâcher ou quoi? Il est trop chiant, hein? Lola, reste poli si tu veux. En plus, c'est son métier au banquier. Il faut qu'il prenne le moins de risques possible pour financer le maximum de projets. Non mais Tata, moi j'ai qu'un seul projet à financer. Oh, et en plus zéro risque. Le parapluie pour chien intégré à la laisse qui s'ouvre, bouffe, en 3 secondes. Ça va faire un carton, je le sais. Ah oui, et le banquier, il t'a demandé que le business model? Non. Il voulait aussi une étude de marché. Mais bon, moi, tu sais, le marché, j'y vais jamais. Je vous l'avais dit, c'était pas gagné. Qu'est-ce que Lola et sa tata vont nous raconter la prochaine fois? Je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la prochaine explication de texte. N'oubliez pas d'aller au marché, s'il vous plaît. Non, et n'oubliez pas non plus la laisse, le chien et le parapluie. C'est une innovation qui existe, je tiens à le préciser, mais Lola a encore beaucoup de travail et Tata va travailler à tout ça. Super, merci beaucoup. Et pour terminer ce 16e numéro de Territoire Éco, notre rubrique habituelle, le pitch du mois. Et pour ce premier pitch de la rentrée, eh bien, place à une entreprise, et nous aimons beaucoup cela, qui répond à un réel besoin. Le besoin, en l'occurrence aujourd'hui, c'est celui du dépannage à domicile. Fondé en 2021, la niçoise Topizy propose un service de dépannage d'urgence, à domicile et sur abonnement. Sébastien Moroni, bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de Topizy, et vous allez avoir 90 secondes pour nous expliquer les raisons pour lesquelles il faut absolument qu'on s'abonne à ce service. Attention, top départ. Bonjour à tous, donc Topizy en effet c'est une start-up niçoise qui a été fondée il y a 3 ans avec une levée de fonds d'1 million d'euros. Les fondateurs se sont retrouvés dans une situation bloquée devant leur porte ou un problème électrique devant chez eux et donc ils ne savent pas quoi faire. Ils ont pris le premier numéro sur Google, forcément ils ont été déçus de la qualité ou du prix. Donc la société s'est créée comme cela. Avec l'abonnement vous êtes dépanné dans les 2 heures.
grâce au réseau des artisans AXA partout en France sur la plomberie, l'électricité, la serrurerie, le chauffage et même l'électroménager de moins de 6 ans. C'est-à-dire pour l'électroménager, on intervient pour réparer dans un premier temps et si on n'arrive pas, pour remplacer sur la valeur facture, peu importe où vous avez acheté votre électroménager. Lorsque vous avez un besoin urgent pour un appartement ou une maison, vous appelez notre numéro, vous êtes dans un premier temps accompagné par téléphone, il y a un diagnostic et après on vous envoie un artisan AXA dans les 2 heures. Après son intervention, aucune facture n'est à régler, tout est pris en charge par la mensualité et il n'y a aucune franchise également à régler. C'est ainsi qu'on met fin aux arnaques du dépannage à domicile. Nos abonnés sont sereins et rassurés par un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un nombre d'interventions illimité par an. Les artisans AXA sont un gage de confiance pour nos clients et la maîtrise de leur budget reste primordiale pour nos abonnés. Top Easy est accessible pour les propriétaires résidents, bailleurs, locataires, mais aussi pour les gestionnaires de biens. Nous sommes disponibles partout en France. Notre objectif est d'atteindre les 10 000 clients en France d'ici 3 ans, avec un déploiement plus tard en Europe. N'hésitez pas à me contacter si le service vous intéresse pour vous, pour intégrer notre société. Je suis disponible sur LinkedIn ou sinon rendez-vous sur topeasy.fr. Eh bien c'est parfait tout ça. J'ai juste envie de vous poser une dernière question. Combien coûte l'abonnement? C'est à partir de 10 € par mois. Très bien. Engagement 1 an. Parfait. Merci Sébastien Moroni. Effectivement, c'est un service qui est, je pense, très utile et dont nous devrions tous aller vite nous abonner. Merci, c'est avec vous que s'achève cette émission que vous pourrez voir et revoir sur nos sites internet, nos pages Facebook, la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, les sites internet de tribuca.net aussi, bien sûr. Merci Karine, merci Isabelle, merci Philippe et Sophie à la réalisation de cette émission, Chloé Wargar à sa conception, et je vous dis à très bientôt. En tout cas, au mois prochain. Excellente journée à tous.